qui est entré en vigueur de négocier donc un nouvel accord de libre-échange approfondi avec l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est un peu, on dirait que l'Ukraine et le Maroc, on ne va pas dire rivalisent, mais vont côte à côte dans leur coopération, dans leur rapprochement avec l'Union européenne. Bon. Et maintenant, pour que cela soit moins rébarbatif, je vais essayer de vous passer voilà, un clip vidéo qui vous présentera l'Ukraine en musique et en images. Voilà.
voilà. En attendant, préparez-moi des questions, parce que je ne pourrais pas parler tout seul tout le temps. Préparez-moi des questions compliquées. Hein. Voilà, je peux vous dire quelques mots sur les relations entre nos deux pays, n'est-ce pas? Ces relations, nous avons des relations politiques, de bonnes relations politiques, ce qu'on appelle en jargon diplomatique le dialogue politique est constant entre nos deux pays, les échanges commerciaux se développent, et je précise que dans nos échanges commerciaux, il y a différents postes d'exportation, d'importation. Je vous laisserai deviner quel est le premier poste d'exportation marocaine vers l'Ukraine. Essayez de deviner, vous qui connaissez l'industrie et l'agriculture marocaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de deviner le premier poste d'exportation du Maroc? Voilà. C'est M. le doyen qui répond à la place des étudiants. En effet, depuis 2 ans, ce sont les voitures de l'usine de Tanger-Meloussa qui représentent le premier poste d'exportation, en repoussant un peu vers l'arrière, vers le peloton de queue, les phosphates. Mais à part les voitures, l'Ukraine achète au Maroc, bien sûr, vous alliez me le dire, des produits textiles, des vêtements, des chaussures, des produits d'artisanat et bien sûr du poisson. Le poisson et des produits dérivés. Tandis que l'Ukraine, tout à l'heure, quand M. le doyen me recevait dans son bureau, j'ai eu droit à un formidable plateau de pâtisserie marocaine, mais je ne vous ai pas dit, Monsieur le doyen, que, étant donné les volumes d'exportation du blé tendre de l'Ukraine vers le Maroc, il était fort probable que ces pâtisseries marocaines, ces excellentes pâtisseries, étaient faites à partir, pourquoi pas, du blé tendre ukrainien. Parce qu'en effet, vous voyez, le Maroc exporte en Ukraine des produits à forte valeur ajoutée, tandis que l'Ukraine, pour l'instant, se contente d'exporter donc le blé, les céréales. Et c'est vrai que depuis 2012, l'Ukraine fait partie des 5 premiers fournisseurs de céréales au Maroc, avec la France, avec le Brésil, l'Argentine. Donc il y a toujours l'Ukraine, suivant l'année, suivant la récolte, l'Ukraine fait partie de ce peloton de tête. Bon, quelques cartes à caractère électoral, ça peut-être on pourra l'approfondir s'il y a des questions dans ce sens. On a déjà vu celle-là pour rappeler la situation géographique de nos deux pays. Voilà, j'ai parlé un peu des langues parlées en Ukraine. À part la langue, il y a donc la langue ukrainienne, la langue russe, et voilà un peu la géographie linguistique de ce pays. En jaune, vous avez les régions où la langue ukrainienne est prépondérante, et en bleu, vous avez les régions où il y a plus de locuteurs russophones que ukrainophones. Tout ceci, sachant que les deux parties de l'Ukraine, chaque Ukrainien est en principe bilingue. Donc, vous pouvez poser une question en ukrainien et recevoir la réponse en russe. Les langues sont assez proches. Quelquefois, on dit que c'est comme le portugal et l'italien. C'est vrai qu'en lisant, vous comprenez mieux. Par exemple, un biélorusse ou un slovaque, un serbe, en lisant, comprend mieux qu'en écoutant. Mais bon, de toute façon, l'ukrainien fait partie des langues slaves, ce qui fait qu'avec
même sans avoir appris, sans avoir suivi des cours de langue, on peut comprendre un slovaque, on peut comprendre un polonais, on comprend tout à fait aisément la langue biélorusse, la langue serbe, la langue croate, la langue bulgare et bien sûr le russe qui est assez proche. Donc là, avec ce bilinguisme ukrainien, nous considérons que bon, c'est un facteur de richesse et de diversité, cette diversité linguistique de l'Ukraine. En revenant à la coopération bilatérale entre les deux pays, il faut préciser que, bon, vous savez, ce qui est important dans les relations entre les pays, c'est les liens humains entre eux. L'Ukraine, depuis longtemps, attire beaucoup d'étudiants marocains qui choisissent nos universités, nos grandes écoles, pour faire leurs études supérieures. Là, j'espère que je ne fais pas de publicité comparée, hein, monsieur le doyen. Voilà, donc actuellement, l'Ukraine est fière et contente d'accueillir quelques 3500 étudiants marocains qui sont attirés avant tout par les filières médicales, pharmaceutiques, mais aussi dans le domaine d'architecture, du bâtiment, des travaux publics, pour toutes sortes de métiers d'ingénierie. Et les Marocains représentent la deuxième communauté d'étudiants issus du continent africain après le Nigeria. En tout, l'Ukraine accueille quelques 15 000 étudiants venus du continent africain. Et c'est très important parce que ces étudiants, une fois en Ukraine, ils sont ambassadeurs du Maroc, n'est-ce pas, dans les villes où ils travaillent, où ils étudient. Mais après leur retour au Maroc, nous comptons sur eux pour être nos ambassadeurs, nos consuls honoraires, déjà au Maroc. Donc il y a ce facteur d'enrichissement mutuel, ces études supérieures des Marocains en Ukraine. Encore un clip vidéo, si vous le voulez bien.
c'est la chanson d'un groupe très populaire en Ukraine qui s'appelle Okean Elzy, qui s'est produit notamment en France. Et le refrain est tout ira bien, tout se passera bien. Voilà, donc c'est un peu le souhait que ce chanteur exprime à son pays et à l'Ukraine. Donc voilà ce que je voudrais vous dire pour conclure. Vous savez, je suis bien placé pour comparer l'Ukraine et le Maroc. J'ai l'avantage de connaître le Maroc depuis que je suis là. Malgré les différences, malgré notre appartenance aux différents continents, au fond, nous avons les mêmes défis à relever actuellement. Et nous avons des tâches similaires à résoudre. Parce que aussi bien le Maroc que l'Ukraine, nous tendons à moderniser nos pays. Nous essayons d'optimiser la gouvernance, de parachever la bonne gouvernance. Nous essayons d'améliorer au maximum nos systèmes d'enseignement, d'avancer vers le futur, de parfaire, de raffermir les droits de l'homme, les droits des citoyens, à réformer nos sociétés pour que nos sociétés répondent mieux à l'époque moderne, aux besoins de ce XXIe siècle, pour que nos peuples vivent mieux. Vous voyez ? Donc nous relevons les mêmes défis, mais à sa façon, et chacun donc, en partant des circonstances historiques et économiques de chacun des pays. Mais ce qui nous unit surtout, ce n'est pas seulement des bonnes relations politiques ou les contacts culturels, ou ces Marocains qui étudient en Ukraine et puis qui reviennent au Maroc ayant connu l'Ukraine. Ce qui nous unit, c'est cette marche vers la modernité, vers la bonne gouvernance et la démocratie. Voilà, je vous remercie pour l'instant. Je vais passer la parole à monsieur le professeur qui a séjourné récemment à Kiev et qui pourra vous parler de ses impressions de mon pays. Et après, si vous avez des questions, je suis ouvert à toutes sortes de questions. Même diplomatiques. Merci, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Ukraine, سيد العميد السادة الأساتذة طلبة الأعزاء. على هامش ما ذكره السيد السفير أريد فقط أن أشير إلى أن الجالية أو الطلبة المغاربة يشكلون أول وقال ثاني جالية في إفريقيا، ولكن أول جالية في الوطن العربي، يعني من ناحية العرب. لكن توجهوا إلى تخصصات علمية، طب وهندسة وصيدلة وطب أسنان، ولم يتوجهوا إلى دراسة العلوم الإنسانية والعلوم القانونية. وفي هذه الزيارة لاحظنا أن جامعة كييف التي زرتها حاصلة على 375 وسام من جائزة نوبل، بمعنى من أولى الجامعات الدولية. وقد عبروا لنا من خلال عميد كلية كييف ورئيس الجامعة ومجموعة من الأساتذة عن رغبتهم في تعزيز علاقات التبادل الثقافي والعلمي بين الجامعات المغربية والجامعات الأوكرانية. إذن في هذا الإطار بين أيدي السيد العميد ورئيس الجامعة اتفاقية التي ترغب من خلالها جامعة كييف لاستقبال طلبة في جميع التخصصات، وبالخصوص يودون التعاون في العلوم الإنسانية في مادة التاريخ وفي اللغة العربية، لأن عندهم أقسام خاصة باللغة العربية. لأن في هذا الإطار نتمنى أن تتبلور هذه الاتفاقية وتفتح المجال للتبادل الثقافي في استقبال طلبة أوكرانيين لتدريسهم
اللغة العربية وفي إباحة طلب المغاربة للتكون في التخصصات المتنوعة، حيث أنه جميع التخصصات التي تخطر في ذهنكم موجودة في أوكرانيا. إذن سعيا في هذا الانفتاح رأت شعبة التاريخ أن تنظم هذا اللقاء مع السيد السفير أولا لإطلاعه على الجو العلمي بكليتنا، ثانيا لأن نأخذ منه مجموعة من المعطيات التي هو الآن راهن إشارتكم لإعطاء مجموعة من الأسئلة. إذن فلن أطيل عليكم، نترك المجال إلى طرح أسئلتكم على السيد السفير وسيجيبكم بصفة مباشرة. لكن قبل ذلك أترك السيد ميمون رئيس شعبة التاريخ لكي ينظم هذه الأسئلة وهذه التساؤلات. شكرا على انتباهكم. Donc à mon tour et au nom de mes collègues dans le département d'histoire, je tiens à remercier Son Excellence l'ambassadeur de l'Ukraine pour avoir pris la peine de se déplacer jusqu'à Meknès et de connaître nos étudiants et d'en avoir communiqué avec, et nous a donné cette conférence intéressante sur son pays. Donc, بالنسبة للطلبة بإمكانكم طرح الأسئلة بالعربية وسنتكلم بترجمتها إلى السيد السفير، وشكرا. Il y a un très fort attrait de la langue et de la culture arabe parmi les jeunes ukrainiens. Et de plus en plus souvent, je reçois des demandes des universités ukrainiennes qui voudraient établir des liens de coopération avec des facultés, des universités au Maroc pour échanger les étudiants et pour pouvoir envoyer ici les Ukrainiens qui apprendront l'arabe avec vous peut-être. Merci. Et les professeurs aussi, bien sûr. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur de l'Ukraine. On vous souhaite la bienvenue ici à Meknès. Je m'excuse, je vais poser mes questions, je ne sais pas en arabe ou en français, comme vous voulez. On me traduira. Ah d'accord, comme vous voulez. Donc on est très heureux de vous accueillir parmi nous cet après-midi et on veut vraiment discuter sur l'apprentissage de la langue arabe dans votre pays, parce que c'est très, on est là au Maroc, on a une expérience de plus de 15 ans, qu'on fait des cours d'arabe pour les Américains, pour les Italiens et pour les Espagnols. Maintenant on a un groupe aussi, plus de trois groupes maintenant ici au Maroc qui apprennent la langue arabe. Il y en a des Italiens plus les Américains, et nous espérons vraiment d'avoir votre groupe d'Ukraine ici, de votre université ici parmi nous à Moulay Ismaël, à la faculté des lettres et des sciences humaines. Et on veut aussi poser une autre question, ça c'est le volet culturel, et on ne parle pas que les langues arabes, parce qu'on a un service maintenant qui se vient de formation continue. On peut vraiment donner beaucoup de choses sur la culture arabe et la culture marocaine en spécificité. Parce qu'on a des cours aussi de formation diversifiés dans plusieurs domaines, et parmi eux c'est la langue arabe. Aussi, je veux bien poser une question sur la position des classes politiques un peu, la position du Canada sur le Sahara marocain. Qu'est-ce que vous pensez de les Nations Unies dernière fois, le dernier feedback qui vient de l'ONU, et merci. Merci, monsieur le professeur. Je souscris tout à fait à vos propos sur l'activation des contacts dans le domaine de l'apprentissage de la langue arabe, des échanges d'étudiants, parce que, bon, vous n'avez pas de département de langue russe à votre université, mais on peut... On a 3 profs de langue russe. Ah voilà, on peut étudier le russe non seulement en Russie, mais en Ukraine.
Parce que je viens de vous parler de notre bilinguisme. Nous avons la langue russe en partage avec d'autres pays d'ex-URSS. Donc on peut très bien venir à Kiev et apprendre le russe, tout en apprenant quelques mots d'ukrainien. Ça ne fera qu'améliorer, n'est-ce pas, les connaissances. Parce que, au fond, le Maroc et l'Ukraine, ce qu'ils ont aussi de commun, c'est leur diversité, et notamment la diversité de leurs origines. Donc l'Ukraine a longtemps été à la croisée de différents mouvements des populations et des pays. L'Ukraine faisait partie de l'Empire austro-hongrois, par exemple. Au Moyen-Âge, l'Ukraine formait un État avec la Pologne et la Lituanie. L'Ukraine a été une principauté, l'État de Kiev au XIe, XIIe et XIIIe siècle était l'une des grands pays d'Europe, ce qui est prouvé notamment par des liens dynastiques que nous avions à l'époque avec les familles royales d'Europe. Pour la petite histoire, l'histoire de France a eu une reine ukrainienne, parce que la fille de notre prince Yaroslav le Sage devenait l'épouse d'Henri II Capet. Et c'est ainsi que donc, nos maisons royales se rapprochaient en échangeant. Les filles de nos princes étaient également épouses des rois de Hongrie et de Norvège, notamment. Donc vous voyez cette diversité et cette richesse de nos pays qui peut nous aider à nous comprendre et à mieux coopérer dans le domaine de l'enseignement des langues et des civilisations arabes et ukrainiennes. J'ajoute que le Maroc organisait en 2011 et en 2013 des quinzaines d'artisanat et de culture marocaine à Kiev. Et c'était les périodes où je n'arrêtais pas de répondre aux coups de fil et aux courriels, parce que plein de personnes, plein d'amis de Kiev m'écrivaient et partageaient leur enthousiasme après la visite de ces expositions de l'artisanat marocain. Depuis 2013, il n'y en a plus eu. J'espère que ce n'est pas à cause de considérations politiques. J'espère que le ministère de l'Artisanat marocain va reprendre ces quinzaines d'artisanats qui sont très importants pour présenter à notre public la richesse culturelle du Maroc et pour relancer, chemin faisant, le Maroc touristique, pour attirer plus de touristes ukrainiens vers le Maroc. S'agissant du dossier du Sahara occidental, l'Ukraine est, depuis le 1er janvier de cette année, membre non permanent du Conseil de sécurité. L'Ukraine a été élue au Conseil de sécurité avec également la voix du Royaume du Maroc. C'était aussi le cas pour l'élection du Maroc au Conseil de sécurité. Le Maroc était membre non permanent en 2012-2013. Pendant les élections, le Maroc a été élu avec aussi la voix de l'Ukraine. La résolution sur le Sahara occidental a été adoptée le 29 avril dernier, il y a quelques jours. L'Ukraine était parmi les pays qui ont appuyé cette résolution. La résolution a été élaborée d'abord par le groupe d'amis du secrétaire général sur le Sahara occidental, et puis donc, pendant le débat, l'Ukraine a cru indispensable d'appuyer cette résolution. Certains pays étaient contre, d'autres pays, dont la Russie, se sont abstenus, pour des raisons que je n'ai pas encore compris jusqu'à la fin. Mais ce que nous relevons dans cette résolution, c'est la nécessité de poursuivre le processus en cours du règlement, le processus politique de négociation, avec l'aide de la mission des Nations Unies qui se trouve à Laayoune et dans d'autres endroits du Sahara occidental, qui veillent au cessez-le-feu, qui travaillent aussi sur les échanges entre les familles des Sahraouis qui habitent des deux côtés de l'actuelle frontière. Donc voilà, l'Ukraine a été parmi les pays qui ont voté pour cette résolution, et nous avons toujours souligné le dynamisme et la profondeur et le sérieux de la position marocaine et du projet marocain, le projet que le Maroc est en train de promouvoir de l'autonomie. Nous notons tout le sérieux de ce projet
et tous les efforts que le Maroc a déjà déployés pour développer le Sahara occidental. Votre Excellence, cela fait un grand honneur de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Et j'aimerais bien vous poser une question par rapport, aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui qu'on entend parler de l'Ukraine, cela veut dire automatiquement quand on parle des sciences exactes ou des universités qui offrent des formations en sciences exactes. Aujourd'hui, je vois que vous nous disiez sur les sciences humaines. Et ce qu'on veut savoir, s'il y a une stratégie précise ou une feuille de route, bien sûr, afin de promouvoir ces études-là et bien sûr ce qu'on peut appeler des échanges culturels. Et merci. Merci. Écoutez, pour les sciences humaines, les facultés des sciences humaines, les facultés des lettres font partie de toutes les grandes écoles ukrainiennes. En effet, c'est le volet qui est très bien représenté au niveau des grandes écoles. Il y a un intérêt assez important parmi le public, parmi les Ukrainiens, vis-à-vis de tout ce qui est littérature, art, peinture, musique. Voyez, donc, en effet, il y a des écoles d'art. Nous avons à propos à Rabat une artiste peintre qui s'appelle Mouna El Amri et qui a fait ses études à l'Institut des Beaux-Arts de Kiev et qui expose à Rabat. À l'occasion d'une réception pour la fête nationale d'Ukraine, nous avons organisé, dans la salle de réception, nous avons organisé l'exposition de ces tableaux pour présenter justement ce lien culturel et cette fécondation réciproque maroco-ukrainienne à travers l'œuvre de cette jeune artiste peintre. Voilà. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه للسفير، تحيه للاساتذه الاعزاء، تحيه للاساتذه الاعزاء. سياسي يتسمح السؤال غيتم حول ما هو سياسي وارتباطا بالسؤال الذي طرحه الاستاذ. نعلم جيدا ان اوكرانيا ما تعيشه حاليا من تدخلات من طرف روسيا في شرقها او حول ضمها لجزيرة القرم. هل يمكن اعتبار التدخلات التي من طرف روسيا وتمثيلها بما يعيشه المغرب في أقاليمه الجنوبية بتدخلات من الجارة الشرقية الجزائر، هل يمكن المطابقة من روسيا والجزائر؟ وشكرا. Voilà, la question est bien compliquée. Vous voyez, si on prend le problème du Sahara occidental, il y a le cessez-le-feu depuis 1991. Il y a la mission des Nations Unies qui surveille et qui assure la pérennité de ce cessez-le-feu, qui s'occupe du déminage notamment, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas, depuis 25 ans, d'hostilité. Il y a la stabilité et la paix dans cette région. Et cette situation n'est pas comparable avec l'actuel état des relations, si on peut appeler ça relation, avec la Fédération de Russie. Parce que la Russie a annexé une partie du territoire ukrainien au printemps 2014, la République autonome de Crimée, la Crimée. La Russie l'a fait. Il y avait des unités militaires russes en Crimée, dans le cadre de l'accord sur le stationnement de la flotte de la mer Noire russe en Crimée.
Parce que l'histoire a voulu que Sébastopol a toujours été la base navale de la flotte russe. Au moment de l'indépendance, quand la Crimée devenait ukrainienne, parce qu'en 1991, les pays issus de l'URSS ont signé des traités qui disaient que les frontières entre les républiques fédérées soviétiques devenaient désormais frontières d'État entre les États indépendants issus de l'URSS. Donc la Crimée devenait ukrainienne sur le plan administratif, mais on a accepté le séjour de la flotte de la mer Noire, la flotte russe, parce que cela correspondait aux demandes des Russes et à leurs intérêts. Et là, toutes les unités militaires russes en Crimée ont un bon matin changé de mission et d'affectation. Ils ont occupé le Parlement, ils ont fait élire quelqu'un qui n'avait que 4 sièges au Parlement sur 100, donc quelqu'un de pas tout à fait représentatif, qui lui a appelé la troupe russe sur les territoires de la Crimée. Donc vous voyez, c'était une histoire assez rocambolesque. Bon, de toute façon, la Crimée est illégalement annexée par la Russie. Le Royaume du Maroc n'a pas reconnu cette annexion. L'Assemblée générale des Nations Unies a condamné cette annexion et a appelé à ne pas la reconnaître. Donc vous voyez, là, il y a, dans le cas de la Crimée, il y a une occupation militaire d'un pays, d'une puissance étrangère, qui a violé toutes les règles possibles, tous les principes de la Charte des Nations Unies et des relations internationales, en reniant ses propres engagements et les accords que la Russie signait avec l'Ukraine à tel ou tel moment. Il y a également l'autre volet, c'est les hostilités qui concernent une partie de l'Est ukrainien, où la Russie nous a imposé une sorte de guerre hybride à travers des mercenaires qui se trouvent là, que la Russie arme, que la Russie finance, que les officiers russes, on a le provinoscope, le service de renseignement, on retrouvait toutes ces personnes, on sait d'où vient cet officier, d'où viennent ces soldats russes, de quelles unités, de quelle ville. Vous voyez, donc il y a cette présence militaire russe à l'est de l'Ukraine, mais en même temps, pour régler la situation, il y a des négociations à Minsk avec la Russie pour que l'Ukraine puisse retrouver sa souveraineté sur cette partie de l'Ukraine. D'abord, je veux remercier l'ambassadeur et les professeurs, sans oublier les étudiants. Ma question est quelles sont les origines des relations marocaines et ukrainiennes? Le Maroc a été le premier pays arabe à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine après le 1er décembre 1991, c'était le jour du référendum de l'indépendance. Donc le Maroc a été, je le répète, je le souligne, le premier pays arabe à reconnaître cette indépendance. Déjà, c'était un signe très prometteur vis-à-vis de l'Ukraine qui faisait son entrée ou sa rentrée dans l'arène internationale. Et depuis, nous avons établi, quelques mois plus tard, les relations diplomatiques. L'ambassade du Maroc à Kiev a été ouverte en 2000, donc il y a 16 ans. L'ambassade d'Ukraine à Rabat a été ouverte en 2001, il y a 15 ans. On peut fêter cet anniversaire, le 15e anniversaire. Donc il est tout à fait normal que l'Ukraine a souhaité être présente diplomatiquement au Royaume du Maroc, parce que tout en étant le Maghreb, donc l'extrémité, n'est-ce pas, du monde arabe, le Maroc occupe une situation stratégique et géopolitique très importante. Le Maroc détient, pour ainsi dire, la clé de la stabilité, de la sécurité de cette région, s'agissant surtout du flanc sud, qui voisine avec les régions sous influence d'Al-Qaïda, du Maghreb islamique par exemple. Donc le Maroc, là, joue le rôle très, très utile de garant de la stabilité et de la sécurité.
Le Maroc était très actif dans le combat contre le terrorisme international, contre toute forme d'extrémisme. Et puis le Maroc, vous savez, on dit de telle ou telle personne, quelqu'un qui a des relations. Alors que le royaume a aussi des relations. C'est très important. Vous avez des liens de partenariat stratégique aussi bien avec les pays du Golfe, Persique, qu'avec les États-Unis, aussi bien avec l'Union européenne qu'avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, ce sont des partenariats tous azimuts qui se développent. Et je reçois quelquefois des demandes des hommes d'affaires ukrainiens qui ont entendu parler du rôle du Maroc en tant que plateforme pour accéder au marché non seulement marocain, mais des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et bien, vous voyez, en Ukraine, on sait déjà que le Maroc, c'est une espèce de plaque tournante pour développer la coopération avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, jusqu'à la République gabonaise. Donc voilà les raisons pour lesquelles la coopération avec le Maroc est très importante pour notre pays. J'ai voulu parler en français, mais la majorité des présents, ce sont des Marocains. Je dois d'abord utiliser une langue générale, une langue marocaine. أول سؤال يطرح علينا في هذا السياق هو الإحراج الذي يسقط أو ينطرح على منظومتنا التعليمية. واش ما عندناش جودة في التعليم ديالنا حتى نحتاجوا أننا نمشيو لدولة أخرى. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو السفير الأوكراني يتكلم معنا بلغة غربية رغم أنها ليست لغته. ما كيتكلمش باللغة الأوكرانية. طرح سؤال الطالب أنا بس السفير نعم. طرح سؤال. نعم. لماذا لا يتكلم باللغة العربية في بلدنا المغربي ويتكلم لغة غير لغته؟ سؤال آخر يتعلق بأمن أوكرانيا. ألا يؤثر أمن أوكرانيا في علاقته مع روسيا على أمن طلبتنا المغاربة هناك؟ وشكرا. Merci de cette question. Vous savez, j'observe le développement de l'enseignement supérieur au Maroc, en Ukraine. Je constate que la tendance actuelle au niveau de l'enseignement universitaire, ce sont des filières mixtes. Il y a de plus en plus d'universités qui partagent des filières avec des universités des autres pays, ce qui fait qu'on peut étudier une année ou 2 semestres en Europe et puis poursuivre ses études dans une université marocaine et puis aller par exemple en Ukraine. Donc je pense que l'avenir de l'enseignement supérieur de nos pays passera par ces filières mixtes. On a reçu des demandes et un accord a été signé entre une école d'architecture en Ukraine et l'École nationale des sciences appliquées à Safi, en vue de création justement d'une filière mixte. Un autre exemple, la création d'une filière mixte entre l'école de pharmacie à Kharkiv et l'Université internationale d'Agadir. Vous voyez, même sans avoir de langue commune en partage entre le Maroc et l'Ukraine, parce que le français n'est pas beaucoup parlé en Ukraine, comme l'ukrainien n'est pas beaucoup parlé au Maroc, n'est-ce pas? Il y a cet intérêt pour des filières mixtes. Donc je pense que cela aidera nos systèmes d'éducation respectifs. Chaque pays a des problèmes avec l'adaptation de ses universités aux besoins très changeants qui changent à vue d'œil, aux besoins de la modernité, de XXIe siècle, des défis technologiques et scientifiques et des défis éthiques aussi auxquels nos sociétés font face. Je pense que la meilleure solution, c'est de resserrer les liens interuniversitaires et de créer des diplômes conjoints, des filières conjointes, pour éviter aussi des déplacements massifs des étudiants, mais tout en assurant une mobilité accrue
entre différents continents et différentes universités. Donc, on arrête là. Nous vous remercions, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir honoré notre faculté de Meknès. Vous êtes l'ambassadeur de l'Ukraine, pardon. C'est l'ancien royaume, célèbre royaume d'Ego, anéanti par les puissantes tribus germaniques, les Huns, qui ont déferlé sur Rome. L'Ukraine est une histoire. Nous espérons qu'elle renaîtra, comme le Maroc. Et je voudrais juste savoir, ma question est la principale, est-ce qu'il y a des manuscrits arabes dans les bibliothèques d'Ukraine en tant que l'Ukraine était avant c'était dominé par la puissance russe? Est-ce qu'il reste encore des manuscrits? Merci. Vous savez, j'ai été interrogé sur les contacts entre le Maroc et l'Ukraine. Je n'ai pas cité Ibn Battuta, qui, comme on sait, s'est attaché à visiter tous les pays musulmans. Or, il était en Ukraine. Mais au moment où la principauté de Kiev a été anéantie par les hordes des Mongolo-Tatars à partir de 1240. Et pendant que cet espace était sous domination donc des Mongolo-Tatars qui étaient musulmans, Ibn Battuta a fait des voyages à travers le territoire de l'actuelle Ukraine. On dit aussi qu'il s'est marié là. On ne sait pas si ce mariage a duré longtemps, n'est-ce pas? Peut-être qu'on pourra retrouver un jour un manuscrit relatant le séjour d'Ibn Battuta en Ukraine. Mais en répondant à votre question, je pense qu'il faut s'intéresser auprès de notre institut, nos institutions scientifiques à Kiev, auprès de la Bibliothèque nationale. Je suis certain que, étant donné ces contacts assez étroits et ces brassages, n'est-ce pas, ces voyages des gens, des personnes et des marchandises entre nos pays, il est fort possible que des manuscrits, non seulement des marchandises, mais aussi des manuscrits ont voyagé et sont restés dans des bibliothèques d'Ukraine. Il ne faut pas parler en arabe. Ma question est, est-ce qu'on est les bienvenus en Ukraine, même si on n'a pas un vrai diplôme en arabe ou en histoire géo? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a une bourse pour les étudiants pour aller étudier en Ukraine? Et c'est tout, merci. إذا أعطي الكلمة الآن لزميل الأستاذ حسن المهزي من كلية الآداب